Mais dans tous les cas, ce que je recommande, c'est on a la chance d'avoir un taux fixe en France, mais renégociable. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous empruntez à 4%, si dans un an on est redescendu à 3, on pourra renégocier complètement. Donc mon avis aussi, c'est que la courte durée va s'essouffler parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et en plus la réglementation vient plomber de plus en plus la courte durée. Et ce qui est sous-coté en ce moment, c'est ce qui est longue durée et nu, et notamment les logements conventionnés. Ça vaut le coup de s'y intéresser. À une période, j'avais peur d'être bloquée par les banques et j'ai eu beaucoup de refus. Ouais. Mais en fait, il suffit d'après de trouver le bon interlocuteur qui est capable de défendre le dossier. Et en fait, il faut savoir que les banques calculent pas de la même façon les chiffres. Bonjour Pauline. Salut Thomas. Tu vas bien? Bien, et toi? Très content de te recevoir chez moi. C'est le 3e épisode que je fais chez moi et je pense que ça va être le dernier parce qu'il commence à faire froid déjà. Donc désolé, aujourd'hui on a eu un jour de vent, donc ça devrait aller au niveau du son, mais très content de te recevoir. Donc Pauline, qui tient le compte Instagram Pauline Immo Durable, si je dis pas de bêtises, et qui est une vraie machine en immobilier et qui, par chance, habite pas loin de chez moi. Donc j'ai souhaité. C'est vrai, on est à une demi-heure, donc c'est très pratique donc, pour venir. Je me suis dit, il faut qu'elle vienne à la maison pour faire un épisode. Est-ce que tu peux te présenter, Pauline, pour commencer? Oui, bien sûr. Alors, Pauline, 29 ans, donc dans le sud de la France, près d'Avignon. Et j'investis dans l'immobilier depuis 3 ans maintenant, avec un premier achat que j'avais fait bien avant, mais qui était sur de la résidence principale. Donc, je considère que j'investis vraiment que depuis 3 ans. Et j'ai pas du tout un profil d'entrepreneuse de base, ni d'investisseuse, parce que je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Et j'ai suivi cette voie moi aussi en étant rattachée au ministère de la Transition écologique. Mais ça m'a permis du coup de dégager des dettes pour investir. Et là, le but dans l'année à venir, c'est de me dédier qu'à l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc à travers soit de l'investissement locatif, soit de l'achat-revente et aussi des activités en ligne via mon compte Instagram que je commence à monétiser de plus en plus. Donc voilà, le but c'est de pouvoir prendre une pause, voire arrêter complètement le salariat et me dédier à l'IMO et l'entrepreneuriat à temps plein. Ok, donc du coup, tu as commencé l'IMO il y a 3 ans, sérieusement, c'est ça? Mais tu avais eu une RP, enfin une résidence principale, il y a combien de temps? La première résidence principale? La première, c'était il y a 7 ans. J'avais 21 ans et j'étais même pas sortie de mes études quand j'ai acheté. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai fait une école de fonctionnaire. Donc j'avais l'assurance. Ça existe des écoles de fonctionnaires. Exact. Ouais. J'avais l'assurance d'un emploi, d'un CDI fonctionnaire à la sortie de mes études, donc les banques m'ont prêté grâce à ça. Et 2 mois avant de sortir de cette école, j'ai acheté ma première résidence principale avec mon compagnon à l'époque. Et je pense que c'est ça qui m'a mis sur les rails de l'immobilier, parce que j'ai fait une rénovation avec lui par moi-même. Et au bout de 3 ans, on a pu revendre ce bien avec une jolie plus-value de 40 000 euros. Et t'as vu le potentiel. Et j'ai vu tout de suite le potentiel. Surtout avec la résidence principale où tu es exonéré. Où on est exonéré. Donc c'est sûr que quand il y a 20 000, puisque c'est 40 000 divisé par 2, mais 20 000 qui tombent dans la poche après un achat-revente, on se dit on peut faire mieux, encore plus grand et plus souvent. Et ça peut remplacer un salaire. C'est là que vraiment ça m'a fait un déclic au niveau de l'immobilier. C'est bien parce que tu m'as anticipé la question, parce que j'avais demandé c'était quoi le déclic qui t'a fait commencer à investir dans l'IMO locatif. Donc c'est ça, c'est vraiment la revente de cette première RP qui t'a fait prendre conscience de ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. La toute première graine, je dirais, qui a été plantée dans mon esprit, c'est quand j'ai compris que un des meilleurs amis de mon père était rentier. Parce que je le voyais tout le temps en vacances, tout le temps avoir du temps libre, et j'avais demandé à mon père qu'est-ce qu'il fait en fait comme métier. Et là, il m'avait dit écoute, il a acheté des appartements, il les a rénovés et mis en location, et aujourd'hui, il arrive à vivre de ça. Donc déjà assez petite, je m'étais dit tiens, il est possible de gagner de l'argent sans vraiment avoir un métier salarié. De manière passive, quoi. Exactement. Donc ça, c'était le premier pas dans ma tête. Donc ça, c'était quand tu étais petite que tu as appris ça. Exactement. Et du coup, ça fait germer une graine déjà à cette époque-là. Voilà, je pense. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans mon CDI, je me suis pas vue continuer comme ça jusqu'à ma retraite. Parce que ça manquait un petit peu de challenge, de défis. De sens, peut-être. De sens aussi. Et je me suis dit, si c'est pour travailler de 9h à 17h toute ma vie et profiter que les week-ends et les vacances, ça me convient pas. Donc j'ai cherché d'autres moyens de gagner ma vie. Et je pensais pas que ça pouvait aller aussi vite. Je m'étais dit, peut-être que je pourrais prendre ma retraite à 50 ans, ce serait déjà beau. Et en fait, quand on arrive à enchaîner et à faire des opérations à forte plus-value, on se rend compte qu'on peut devenir libre financièrement beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. C'est marrant parce que moi, c'est ce que je dis souvent. Alors moi, je suis pas le bon exemple, parce que moi, dans le podcast, je dis souvent que
le moyen le plus facile pour devenir libre financièrement quand on part de zéro, c'est l'IMO. Moi, je le pratique pas à titre perso pour tout un tas de raisons et que mon audience sait, parce que notamment pas le temps, l'énergie, et puis surtout en ce moment pas la capacité d'endettement pour le faire. Mais c'est vrai que c'est quand même le levier le plus simple. Alors, je dis le plus simple avec des grandes guillemets parce qu'en réalité, c'est pas simple. Ça demande beaucoup d'énergie, de travail, mais c'est quand même accessible à tous finalement. Quand tu as un travail en CDI, que tu as un salaire suffisamment correct et que tu as les connaissances aussi, parce qu'il faut les connaissances, ben tu peux y arriver finalement en partant de zéro, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que alors l'investissement que tu pratiques, je pense qu'il faut quand même de l'épargne à la base pour y arriver. Et la force de l'immobilier, c'est qu'on peut travailler avec de l'argent qui nous appartient pas et lever des dettes assez importantes quand même et avoir une rentabilité sur cette somme-là qui appartient à la banque. C'est ça. Donc c'est ça vraiment la force. Et forcément avoir une renta sur plus d'argent, et ben forcément ça te fait plus d'argent qui travaille, ce qui fait que tu vas beaucoup plus vite que et ça on fait souvent le parallèle entre la bourse et l'immobilier. C'est que la bourse, bah, si tu commences avec 10 000 euros, tu vas faire peut-être 10% à 10 000 euros, mais c'est pas pareil que si tu faisais 10% avec 100 000 euros ou 200 000 euros avec l'IMO. Et les 100 000 euros, t'as pas besoin de les avoir avec l'IMO. Si tu as tes 10 000 que tu mets en apport pour lever 100 000, et ben c'est 100 000 qui vont travailler à 10%. Donc c'est toute la magie de l'IMO, c'est ça, quoi, c'est l'effet de levier. Complètement. Ok. Donc du coup, tu as eu ce déclic-là vers quel âge? Aujourd'hui, tu as 29 ans, donc c'était il y a quoi, il y a 3-4 ans que tu as commencé vraiment à te dire qu'il y a cette voie qui est possible. Oui, tout à fait. Parce que j'étais revenue sur Lyon et puis j'avais la possibilité d'investir à Avignon parce que finalement la distance n'était pas énorme non plus. Ouais. Sur les premières années de mon salariat, j'étais en Île-de-France, donc là c'était plus compliqué pour investir. Et je sais pas, je me sentais pas forcément prête, pas assez mature, peut-être d'autres occupations. C'est galère à distance aussi. Hein. Et à distance, déjà quand on débute, c'est galère. Alors à distance, donc là c'est vraiment il y a 3 ans que je me suis dit allez là, je suis dans les bonnes conditions, je commence à investir. Et c'est allé de plus en plus vite, finalement, depuis 3 ans, avec aussi des croyances qui se débloquent dans la tête, voir des gens autour de soi enchaîner les investissements. Je me suis dit, en fait, il est possible d'acheter plus qu'un bien par an. On peut acheter des immeubles, on peut faire d'autres stratégies que juste de la location nue, long terme. Donc c'est là que ça a commencé à vraiment s'enchaîner. Ok. Et si on reprend un peu ton parcours d'investisseuse, t'as commencé par quoi? Bon, à part la RP, t'as commencé par quoi? Est-ce que t'as commencé par un appart simple? Enfin, c'est quoi ta première opération, pardon? Ça a été quoi? Alors, il y avait du coup la RP à 21 ans que j'ai revendu 3 ans après. Ouais. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une autre RP à Lyon quand je travaillais là-bas. C'était un appartement. Et en fait, quand je suis redescendue sur Avignon 1 an après, j'ai décidé de le mettre en location courte durée. Donc finalement, c'était ça mes premiers loyers, c'était des loyers Airbnb. Et après ça, j'ai fait plusieurs petites surfaces, essentiellement des T2 en location étudiante, en meublé, LMNP. Donc je pense que c'est la meilleure stratégie pour commencer, quand on veut commencer petit, hein, parce que si c'était à refaire, j'irais directement sur des immeubles. Mais pour prendre confiance et connaître un peu les mécanismes de l'investissement, je recommande de partir sur du meublé étudiant. Petite surface, Moi, c'est ce que je recommande aussi, tu vois. Enfin, tu l'as dit, l'immeuble, évidemment, ça va plus vite et je pense que tu vas le développer après, mais moi, je recommande beaucoup quand même, ceux qui veulent se lancer, de pas trop brûler les étapes non plus parce que je pense que quand tu fais de l'IMO, t'as tellement de paramètres qui sont impossibles à anticiper et juger et il y a aussi beaucoup de choses que tu sais pas, ça va être fait pour toi aussi, l'IMO. Enfin, moi, je sais que pour moi, je sais que c'est pas complètement fait pour moi pour tout un tas de raisons. Et c'est pour ça que moi, j'alerte beaucoup mon audience, même les clients en mission de conseil, attention, oui, l'immeuble de rapport, c'est quelque chose de génial parce que tu vas plus vite et tout, mais si ça n'a jamais fait, ça peut être aussi, enfin, tu vois, si tu fais une connerie, ça coûtera 10 fois plus cher que si tu fais une connerie avec un T2 de 30 mètres carrés. Donc, moi, je partage ton avis. Mieux vaut commencer petit, tu te fais la main, tu testes, tu vois un peu comment ça se passe. Et ensuite, tu peux accélérer, quoi. Et une stratégie qui est pas mal aussi à conseiller pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient commencer et qui savent pas trop par quelle stratégie commencer. Un T2 qui serait loué en étudiant pendant l'année scolaire et ensuite en courte durée, en juillet et août. Surtout, tu dis ça parce que t'es à Avignon, c'est pour ça. Voilà, à Avignon, ça marche super bien. J'ai pareil à Avignon. On sait que ça cartonne, mais je trouve que c'est bien pour mixer deux stratégies. Et là, clairement, t'es en termes de rendement, tu le boostes. Là, énormément. Ça, c'est clair. Donc, ça peut être très intéressant qu'on ait une petite somme à mettre. À Avignon, le premier que j'avais acheté, c'était 65 000 euros, avec 10 000 euros de travaux. Et ensuite, il se loue 650 par mois l'année scolaire.
Et là, quand on est au festival, on est plutôt sur du 2000 € par mois en juillet et 1500 en août. Ouais, donc ça te fait une bonne rentabilité. Bah, si tu fais à l'année, ça fait une super rentable. Ok, donc tu as commencé par ça, donc 1 ou 2 T2, c'est ça que tu m'as dit? Un T2 à Avignon, ensuite un sur Orange et à nouveau un à Avignon. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'était de chercher à optimiser ce qui était dans la famille. Donc ma mère avait une dépendance qui était pas occupée, enfin qui était plein de déchets, de meubles inutilisés. Et je m'étais dit que c'était de la surface perdue et qu'on pouvait en faire un beau logement parce qu'il y avait une hauteur sous plafond magnifique, des poutres, 38 mètres carrés. Et donc ça, j'ai demandé à ma mère de m'aider à le rénover de A à Z. Donc elle a mis les fonds pour ça. Et moi, j'ai coordonné le chantier avec tous les corps de métier. J'étais un peu le maître d'œuvre de ma mère. Et on en a fait un beau T2 qui est aujourd'hui en courte durée. Et qui est pas loin de là où j'habite. Donc c'est pratique à gérer. Trop bien. Et du coup, c'est quoi? Ça fait partie de la maison de ta mère ou vous avez fait une entrée séparée quand même ou... C'est juste à côté, il y a une entrée indépendante. Une entrée indépendante séparée. Cool. Et c'est elle qui gère les entrées-sorties et tout ça? C'est moi. C'est toi? C'est moi qui ai tout pris en main. Parce que ma mère est pas en métropole actuellement. Elle est sur la Réunion. Ah oui, effectivement, c'est un peu loin pour gérer donc elle m'a fait confiance, ça c'est vraiment chouette de sa part. Et j'ai pu faire ce projet-là. Ok. Donc ça, c'était ton 3e projet. Ça, tu les as fait sous quel délai? Alors l'appartement à Avignon, c'était en 2022. Ensuite, en 2023, il y a eu 3 projets d'un coup, Orange, Avignon à nouveau et cette dépendance à transformer. Et là, cette année, je me suis dit, bon, maintenant, on s'est fait la main sur les petites surfaces, on va aller sur l'immeuble ou la maison divisée. Donc en été, là, j'ai acheté une maison de 3 appartes dans le Gard. Je sais pas si tu connais Saz, c'est un petit village. Je vais faire du vélo là-bas, c'est très joli. Ouais, c'est chouette. Donc une maison de ville en pierre, tout ce que j'aime, qui a 3 appartements indépendants. Et ensuite, sous compromis, on a 2 maisons avec ma mère qu'on espère réussir à financer avant la fin de l'année. Voilà, pour faire un peu le tour d'horizon. Ok. Et là, en termes de structure, t'as fait, là j'imagine que le LMNP ça commence à avoir ses limites, j'imagine, non, parce que j'imagine que t'as fait LMNP au réel. Exactement. Voilà, il y a un plafond du LMNP, même si j'ai mes salaires à côté qui permettent d'aller un peu plus haut que 23 000. Je sais pas si les auditeurs. Ouais, tu peux le récapituler. Je pense que c'est important quand même de dire c'est quoi les 2 règles qu'il faut pas dépasser pour rester LMNP. Oui, c'est ça. Donc, il faut être en dessous de 23 000 si on n'a pas de salaire à côté. Et si on a un salaire à côté, il faut pas dépasser justement ce salaire-là. Donc moi, avec 30 et quelques de salaire, je peux monter le LMNP un peu plus haut que les 23 000. Mais là, on arrive à la limite, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on bascule sur de la SCI en association avec ma mère. Mais jusqu'à maintenant, tout était en nom propre. Ok. Donc SCI à l'IS? À l'IS, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que tu as regardé ou entendu parler de la SARL de famille? Oui, c'était une question. C'était une question aussi que je m'étais posée. Et parce que du coup, c'était avec ta mère, tu vois, ça pouvait être bien. Mais le problème de la SARL de famille, c'est qu'après les revenus s'apparentent à du LMNP, parce que la SARL peut être transparente envers ses associés, et donc ça aurait augmenté encore mon seuil LMNP, et donc j'aurais basculé certainement en LMP. Donc on a choisi plutôt la SCI à l'IS. Ouais, effectivement. Moi là, ça sépare. Après, bon, tu perds l'avantage sur la plus-value sur la SCI à l'IS, mais bon, c'est généralement un peu le parcours classique. Tu vas jusqu'au taquet de la niche LMNP, et après SCI à l'IS, c'est généralement, évidemment, c'est pas un conseil générique à tout le monde, mais dans beaucoup de cas, c'est souvent ce qui est fait, préconisé. C'est sûr. Petit aparté, qu'est-ce que tu penses de la rumeur qui court sur la fin du LMNP? Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu as des infos que je n'aurais pas? Enfin, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis juillet, tu vois, mais est-ce que tu y crois, toi, que ça passerait? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va venir taper sur le LMNP et qu'il faut s'adapter en cherchant d'autres solutions. C'est pour ça que petit à petit, je pense arbitrer, mais bien que j'ai en nom propre, c'est-à-dire les revendre et ensuite fonctionner qu'en SCI. Parce que, à mon sens, la fiscalité des particuliers, elle est trop instable. Et ça peut être amené à changer, alors que la fiscalité des sociétés, là, je pense qu'on reste sur quelque chose d'assez stable sur la durée. C'est qu'on peut mieux prévoir. Et j'ai même vu que, je sais plus où, donc attention sur ce que je raconte, mais j'ai cru voir que sur le très long terme, l'impôt sur les sociétés a plus tendance à baisser sur le long terme
alors que l'impôt sur les particuliers a plus tendance à monter. Et bon, c'est à vérifier. Hein. Alors effectivement, depuis, je sais que Macron il a fait passer de 28 à 25% l'IS. Oui, exactement. Ça c'est un fait. Après, enfin, j'avais vu une étude en tout cas. Alors je me rappelle plus de où je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps que sur le très long terme, enfin, la tendance générale dans le monde, c'est plutôt faire baisser un peu l'IS. Et j'ai l'impression aussi que ça va à la baisse. Faites attention en société, il y a d'autres choses, il y a la TVA, oui. il y a plein de frais, il y a plein de frais, il y a la CFE, la machin, bref, il y a plein d'autres inconvénients hein, qu'il faut tenir compte, mais sur vraiment que impôts, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu plus stable et ça a une tendance un peu, j'ai l'impression qu'ils vont un peu moins aller chercher là-dessus. Quoi. Mais bon, après, on sait pas non plus hein, qui va faire quoi comme loi. On n'est pas. Je pense qu'on peut plus maîtriser. Après, c'est vrai que le problème de la SCI à l'IS, c'est que pour sortir les revenus, il faudra encore payer une flat tax. C'est ça. Mais là, l'objectif avec ma mère, c'est de pouvoir réinvestir tout ce qu'on gagne dans d'autres biens, notamment racheter un bien familial qui nous tient à cœur. Donc, tout ça, ce serait par le biais des SCI et on resterait dans ce cadre-là sans avoir besoin de ressortir les... mais c'est là d'où vient ma question, qui est un peu, moi, je trouve l'inconvénient de la SCI, tu vois, c'est le côté que t'encapsules les revenus finalement. Oui. C'est que c'est très bien, tu payes ton IS à 15 sur la première tranche, machin, tu peux optimiser en prenant plusieurs SCI et tout, mais le truc, c'est que si tu veux vraiment être rentier, bah, comment tu fais? Alors oui, tu peux vivre un peu sur la boîte et tout, ok, tu peux, mais bon, si tu dois payer la crèche, les courses et tout, bon, voilà, il y a des sous qu'il faut sortir en nom propre. Donc, comment, imaginons que demain tu arrêtes ton travail de salarié et que tu as toujours essayé l'IS, comment tu vis? C'est une bonne question. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un autre pilier en dehors de l'IMO, qui serait un autre business qu'on développerait et réussir à faire un montage avec une holding qui chapeaute à la fois la SCI et la société commerciale. Et ensuite, pourquoi pas, soit se verser des dividendes des sociétés ou être salarié d'une holding. Et moi, c'est ce que j'imagine. Donc, c'est vrai que l'immobilier, il faut beaucoup investir avant de réussir à sortir un salaire avec les 30% de flat tax. Alors, flat tax, mais tu peux aussi te rémunérer et payer les charges sociales, mais l'un dans l'autre, c'est pas pareil, parce que t'as l'IS à 15, puis après que les... Oui, je pense que ça revient. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas l'IS à 15, justement. Avec la flat tax, t'as l'IS à 15 plus la flat tax à 30. Exactement. Ou alors, t'as les charges sociales, c'était en URL, en tout cas, à 45%. Bon. L'un dans l'autre, il faudra payer quasiment 50% de taxes. C'est ça. Bon, c'est très imprécis ce que je dis, mais grosso modo, c'est ce qu'il faut penser. Donc ça, c'est pour ton cas, parce que du coup, toi, tu vas monter une entreprise à côté et c'est le même cas que toi, hein. Moi aussi j'ai mon entreprise et alors moi j'ai pas de SCI, mais si j'en crée une, je compte fonctionner de la même façon avec une holding aussi. Mais je me mets à la place du salarié qui veut devenir rentier, tu vois. Comment il fait lui? S'il il veut pas devenir entrepreneur, s'il veut pas devenir créateur de contenu, s'il veut pas bah, tu vois, je mets toujours à la place. Moi, j'ai l'impression quand même que la solution resterait, tu vas me dire ce que t'en penses, hein, mais de rester quand même en nom propre jusqu'au taquet de certaines niches, comme la LMNP, si elle reste en place, et éventuellement de compléter avec de l'SCI. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de solution magique en fait pour devenir rentier. C'est vrai que c'est compliqué hein, malgré tout ce qu'on entend sur les réseaux. Devenir rentier en 3 ans, pour moi, ça prend plus de temps. Et il y a aussi une niche qui a exploité pour le particulier, c'est l'achat-revente de résidence principale. Alors sans courir le risque de se faire requalifier en marchand de biens, mais peut-être faire une opération tous les 2 ans avec une belle plus-value à la clé. Là, ça permet d'avoir du cash qui est pas imposé et ensuite de pouvoir le réinvestir sur du locatif et en LMNP, arriver au plafond avec beaucoup de revenus en cash flow, donc avec des petites mensualités peut-être si on a suffisamment d'apports. Et après le nu aussi, à mon avis, est un peu sous-coté. Moi, j'en ai fait 2. Des logements. Si tu fais beaucoup de travaux, tu peux déduire sur ton revenu imposable. Exactement. Un déficit foncier qui est intéressant. Mais par contre, tu déduis moins de charges. T'as pas les frais d'acquisition, t'as pas les frais de notaire. Ah oui, c'est sûr. T'as pas l'amortissement. C'est vrai. Mais je pense que c'est bien d'aller au bout du LMNP et ensuite, pourquoi pas un peu de nu aussi. Après, l'avantage quand même du nu, hein, c'est qu'en termes de charge mentale. Ah oui, ça n'a rien à voir. Moins de turnover, t'as pas les meubles à régler et tout, mais par contre, fiscalement, voilà. Si tu fais pas de travaux déjà, tu te fais allumer. Et même quand t'en fais, au bout d'un moment, bah, ça fait très mal. Donc après, il y a peut-être aussi ce truc-là de, bah voilà, d'arbitrer au bout de tous les 3 à 5 ans et repartir. Il faut aussi avoir envie, l'énergie et le temps de faire. Exactement. Pareil, mais c'est vrai que le mythe rentier qui ne fait plus rien du tout avec l'immobilier, ça marche pas, quoi. Non, ça, tu me le confirmeras quand tu le seras, mais moi, tous les gens que je connais qui ont plus de 10 lots, non, c'est un boulot à mi-temps, quoi, quasiment. Ah, c'est sûr. Je pense que le vrai rentier, c'est peut-être celui qui vend tous ces lots immobiliers et qui les investit dans la bourse, justement. Ah, bah, complètement. Bah, moi, c'est ce que je prends. Moi, ce que je prends de l'investissement passif à fond. Et je pense que voilà, ceux qui ont l'énergie, le temps et les capacités honnêtement de faire ce que tu fais, et il y en a plein qui sont passés au podcast, hein, qui ont fait comme toi.
moi je pense que voilà, quand t'en as marre de tes biens immobiliers, t'as plein de placements complètement passifs qui te permettent. Et moi je prône toujours si j'avais 1 million demain, moi je mettrais la moitié en actions à dividendes et moitié en SCPI. T'as moitié IMO, moitié bourse. Et là c'est passif 100%. Vraiment. Et tu peux largement te verser un salaire. Après tu joues aussi sur t'as plein d'optimisations fiscales aussi qu'il faut faire. Mais pour la niche de la RP, je te rejoins que c'est un truc qui marche bien. Nous, on n'a pas fait, on veut le faire, mais je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait et ça marche super bien. Complètement. Et ça fait partie des niches qui, a priori, celles-là ne seront pas touchées. Alors, à part si évidemment tu fais 5 fois dans l'année, oui, tu seras avec les filles marchandes bien, tu auras des gros problèmes. Mais si tu as vraiment habité dedans et que tu as mis 2-3 ans, et que tu recharges 2-3 ans, et que tu es capable de justifier que tu as vécu dedans. Oui, voilà, et que tu vis vraiment dedans, en fait, que tous les 2-3 ans tu bouges et que tu fais ces projets-là et que tu es OK aussi pour déménager ta famille, parce qu'il y en a plein qui sont pas OK. Moi, je dis ça, mais tant je serais pas OK de le faire aussi, j'en sais rien. mais je pense que tôt ou tard, enfin, même si tu te mets dans 5-10 ans, quand tu as refait bien une maison, je pense que tu dégages une vraie belle plus-value. Donc bon, ça reste, je pense. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la trésorerie qui est en perso, et qu'on peut utiliser pour la vie courante. Et que tu peux après même l'utiliser pour diversifier, même pour d'autres invests, sur la plus-value que tu touches, faire plein de trucs. Ok, donc du coup, si on revient à ton parcours, donc là, tu nous as dit, voilà, le nombre de lots que tu prévoyais. Donc, t'es parti sur, là, je reparle plus des stratégies que tu as mis en place. Donc, au début, LMNP. Ensuite, là, tu as passé en SCI avec ta maman. Et quelle typologie de biens après tu as cherché, donc du coup pour accélérer, parce que si j'ai bien suivi, tu avais 3 biens à la base et là tu vas en avoir 10 à 15 de plus quasiment, c'est ça? C'est ça, là actuellement j'en ai 9 et 16 si jamais mes 2 compromis arrivent à terme. Okay. Donc effectivement j'ai changé de stratégie parce que j'étais que sur des petites surfaces en copropriété. Et là je me dirige vers des maisons ou des immeubles à détenir en monopropriété et qui ont 3 ou 4 appartes. Alors quand on parle d'immeubles, parfois ça peut faire peur avec des grands ensemble, mais l'idée c'est d'avoir 4, 5 3-4 lots, 3-5 voilà, lots. C'est encore gérable. Après pourquoi pas aller encore plus loin, mais pour l'instant je trouve que c'est une typologie qui est intéressante et qui correspond aussi à mon niveau, à mon avancement. Et ce que j'ai changé aussi comme stratégie, c'est qu'avant je cherchais systématiquement avec des travaux, parce que j'aimais bien le fait de redonner vie à un espace et la plus-value latente aussi qu'on pouvait avoir grâce aux travaux. Mais là, dans le but d'enchaîner pour pouvoir bientôt quitter mon CDI, l'idée c'est de prendre des biens qui nécessitent pas trop de travaux pour qu'ils puissent être mis en location très rapidement et que je puisse prouver aux banques que effectivement j'ai les revenus qui arrivent et que je sois capable d'emprunter encore plus vite. Après, une fois que je serai arrivé au bout de mon CDI et que j'aurai plus du coup ce sésame pour emprunter, là je me dirigerai vers des biens à rénover où je prendrai le temps de passer plusieurs mois. Là le but c'est un peu un sprint sur la dernière ligne droite et d'acheter un maximum. Pour pouvoir après quitter ton boulot et avoir le temps de gérer tes biens et plus avoir besoin de la banque finalement. Ouais, exactement. C'est ça. Et du coup en parlant de la banque, ce que peut-être beaucoup de gens se posent comme question, c'est comment t'as fait, tu vois, pour emprunter autant. Mais oui. Alors, on n'a pas parlé en off. Je sais pas si t'es à l'aise pour partager ton salaire ou est-ce que je préfère le garder. Ah bien sûr, oui. Tu es OK pour en parler? Il y a aucun souci. Donc du coup, à combien tu gagnes aujourd'hui? Mon salaire est à 2400 net aujourd'hui. Après, ce qui est pas, sans vouloir juger ou quoi, mais ce qui est pas non plus énorme. Enfin, ça reste la moyenne. Enfin, oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette qui peuvent s'y retrouver autour des 2000. Entre 2000 et 3000, il y a quand même beaucoup effectivement qui sont là-dedans. Donc, et c'est vrai qu'à une période, j'avais peur d'être bloqué par les banques et j'ai eu beaucoup de refus. Mais en fait, il suffit d'après de trouver le bon interlocuteur qui est capable de défendre le dossier. Et en fait, il faut savoir que les banques calculent pas de la même façon les chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas du tout prendre en compte des revenus Airbnb. D'autres qui vont prendre ça en compte à 100%, d'autres à 90%, d'autres à 70%. Et là, j'ai trouvé un courtier qui était assez sensibilisé aux problématiques des investisseurs et qui était capable de défendre mon dossier auprès d'une partenaire en banque avec qui ils travaillent régulièrement. Et donc là, ils ont été capables d'optimiser tous mes revenus et d'essayer de dépasser ce taux d'endettement qui était pour moi à 45%. Donc pour moi, j'étais infinançable. Mais finalement, ça a été parce qu'ils ont vu que tous mes projets précédents fonctionnaient, que je remboursais mes mensualités. Je suis arrivée avec un super dossier, une présentation PowerPoint, les avant, très important, après. ça on le dira jamais assez. Ça fait la différence. Le dossier bancaire, c'est le plus important. Moi, j'ai fait 2 apparts sans dossier. Le 3e, je suis arrivé avec un dossier.
ils m'ont déroulé le tapis rouge, quoi. Mais oui, c'est sûr. C'est vraiment un game changer, quoi. De mâcher le travail du banquier, parce que lui, il a beaucoup de demandes et ce qu'il va chercher, c'est optimiser son temps de travail. Donc, s'il voit qu'il faut qu'il passe 10 heures sur un dossier, à mon avis, il va passer au suivant. Ouais. Puis surtout, personne ne fait, quoi. Enfin, il y a pas. Enfin, on sort vraiment du lot, quoi. Oui, dans sa tête, le gars, il se dit, ok, lui, c'est un pro, en fait, il sait ce qu'il fait. Exactement. Donc ça, alors je dirais donc le dossier, trouver le bon interlocuteur. L'interlocuteur qui est sensibilisé aux investisseurs. Et après, ne pas se bloquer forcément avec les taux d'endettement et voilà, essayer de trouver un scénario, une histoire qui va correspondre. Et ensuite, parler aussi de l'hypothèque, parce que parfois la caution va pas vouloir financer un dossier, une caution par une société de cautionnement. Mais il y a toujours le plan B avec l'hypothèque si la banque croit en ce projet-là et que la conseillère est, dans mon cas, est OK. On peut passer par une hypothèque en mettant en face des biens qu'on détient et qu'on apporte comme caution finalement. Ok. Ouais, donc, et l'hypothèque, c'est souvent reconnu comme la garantie la moins intéressante pour l'investisseur, mieux pour la banque, mais on va dire que si vraiment tu galères, tu sais que tu as cette solution qui aussi optimise tes chances d'avoir le financement. Voilà, c'est ça, qui peut débloquer une situation. Ok. Donc ouais, donc ça c'est ce que toi t'as mis en place, et après j'imagine aussi le fait d'être fonctionnaire, ça fait une case de plus cochée pour la banque. Elles adorent ça, j'imagine, ça rassure. Oui, c'est sûr, ça c'est un avantage. Ok. Et puis il y a aussi le fait de m'associer du coup avec ma mère pour avoir encore plus d'épargne, encore plus d'apport. Et ouais, c'est ça. Et nos salaires qui sont ensemble. Et du coup, ouais, forcément, ça augmente le taux d'endettement. Donc ça, c'était plus pour la partie SCI, j'imagine. Oui, oui. T'as permis ça. C'est ça. Puis là, l'avantage, c'est qu'après, les SCI à l'IS sont indépendantes et qu'on peut en créer d'autres et que finalement, on prendra pas en compte ce qui se passe au sein des autres SCI à l'IS et on prend en compte que les revenus personnels des associés. Donc ça permet à chaque fois de repartir de zéro et pouvoir enchaîner sur plusieurs sociétés. Ok, super intéressant. Et alors, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit qui me paraissait aussi super intéressant, c'est que à la base, toi, tu étais vraiment plus dans la rénovation, et là, tu dis que maintenant, tu cherches des biens pas trop à rénover, mais c'est vraiment par rapport au fait que tu veux que l'argent rentre vite, c'est ça. Mais on est d'accord que si tu avais le temps, théoriquement, tu conseilles toujours quand même de chercher des trucs avec travaux. Oui, complètement. C'est quand même mieux. C'est là où on fait vraiment une plus-value, et c'est les biens avec travaux où il y a le moins d'acquéreurs. Moins de personnes qui sont prêtes à se lancer dans une rénovation. Et si même sur le prix, tu peux aussi négocier aussi. Voilà, marge de négociation importante. Par contre, ça nécessite de maîtriser quand même la phase travaux. Et j'ai eu beaucoup de contacts qui m'ont dit qu'ils avaient eu des mauvaises expériences avec des maîtres d'œuvre. Donc en fait, pour moi, on peut jamais vraiment déléguer à 100% des travaux, enfin sauf quand après on arrive à un certain niveau. Mais quand on débute, je conseille vraiment de se former à ce sujet-là et d'essayer de soi-même gérer les artisans. Déjà parce que c'est formateur, parce que du coup on garde la main sur le chantier et on peut optimiser aussi les coûts, choisir ses matériaux. Mais ouais, je le conseille vraiment. Je pense que c'est vraiment un truc important ça aussi. Moi, j'irais même plus loin, que je pense que quand c'est notre premier appart, c'est bien aussi même d'aller faire soi-même un peu ses travaux, tu vois. Oui, aussi. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire non, machin et tout, mais quand tu démarres et tout, je pense que c'est quand même bien de mettre la main à la pâte. Alors, je dis pas d'aller forcément péter un mur porteur ou changer des menuiseries, hein, mais poser un parquet, poser de la peinture, poser une cuisine, des choses qui pourraient paraître compliquées, mais qui en réalité, bon, ça s'apprend. Évidemment, on fera pas aussi bien qu'un artisan, mais ça permet aussi de se rendre compte du vrai coût de main-d'œuvre, à quel point c'est chiant, pas chiant, à quel point les matériaux sont chers, pas chers, et quand après tu vas apprendre à déléguer, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles, tu vas pas te faire avoir, et pour après piloter un chantier, c'est aussi plus simple. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que tu as fait sur mes premiers biens, ouais, tout à fait. T'as un peu aussi mis la main à la pâte, t'as fait des trucs. Complètement. Même sur le poste électricité, j'ai fait un peu ça aussi. Plomberie aussi, tu t'es amusé? Non, c'est la seule chose que j'ai pas testée, la plomberie. Ok. Et aussi, je voulais parler d'un sujet parce que donc du coup, Pauline organise des apéros IMO. Que je l'ai rencontrée comme ça, et elle propose aussi alors, je sais pas c'est quoi le terme exact, de la rénovation participative, non? Oui, ça, chantier participatif. Chantier participatif. Ouais, ça c'est la nouveauté de cette année. C'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler un peu c'est quoi ce concept, et est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Est-ce que tu as pris ça, t'as une inspiration d'ailleurs, enfin, d'où c'est venu? Le concept, c'est qu'en fait, on se réunit sur une journée pour faire des travaux. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à la communauté qui serait intéressée pour venir faire des travaux, apprendre ou même
juste profiter d'une ambiance entre investisseurs. Mhm. Et c'est pas moi vraiment qui l'ai inventé. J'avais participé à une journée où on devait planter des arbres, en fait, dans une ferme. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de le répliquer aux travaux. Mhm. Et ça, c'est vrai que j'en suis super contente parce que ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur des travaux qui, voilà, sont pas forcément hyper complexes, comme la démolition, la peinture, apporter des meubles, monter des meubles. Ouais. Et c'est aussi grâce à Instagram que j'ai pu rencontrer des personnes intéressées pour faire ça. Et il y a tant de monde que ça à Avignon? Mais les gens se déplacent en plus. Ah oui, Les gens viennent de loin parce que l'intérêt, c'est aussi de se retrouver entre investisseurs et se partager des astuces, des stratégies d'investissement. Donc c'est pas seulement des travaux, c'est une sorte de mastermind en fait, entre investisseurs. Mais ça, c'est vrai que j'ai une chance énorme d'avoir eu des gens qui sont venus m'aider. Et je pense que j'ai fait 3 week-ends de travaux. Et quand je compare au devis que j'avais eu sur ces postes-là, c'est pas loin de 10 000 euros économisés sur 3 week-ends. Voilà. Alors après, bon, bien sûr, je fournis nourriture, hébergement, mais ça me revient énormément moins cher que les devis de base. Donc ça, c'est une bonne idée. Et t'as, comme tu dis, un petit peu un double effet qui se coule, quoi. C'est que t'as d'un côté la baisse de ton devis travaux, mais aussi tu rencontres des gens, j'imagine, super intéressants avec qui tu peux garder contact, tu peux faire du réseau. Ah oui, complètement. On se reparle régulièrement, on ira potentiellement sur d'autres chantiers aussi, une fois que le mien sera terminé. Mais c'est vraiment que du bonus. Okay. Je prévois de venir, hein. C'est juste que avec les 2 enfants, c'est un peu plus compliqué le week-end. Mais le jour où on peut les faire garder, on aimerait bien venir aussi. Cool. Ah bah ce serait sympa. Enfin, on a envie de rencontrer aussi. Mais là, ce sera bientôt la pendaison de crémaillère pour le coup. Ah ouais, bah on viendra faire l'apéro alors. Super. Ok, et du coup, toi, ton objectif avec l'IMO, donc ça reste finalement la liberté financière, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu t'es amusé à chiffrer un peu ça, ou est-ce que tu comptes vraiment sur l'entrepreneuriat pour vivre, ou est-ce que tu t'es amusé à chiffrer, ok, tant de lots, tant de... Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cash flow aussi, ça m'intéresse, on en parle après, mais est-ce que tu t'es amusé à voilà, savoir combien de cash flow il te faut pour ensuite savoir combien il te faut pour vivre? Complètement. Et c'est vrai que sur les premières années d'investissement, je m'étais beaucoup posé cette question-là, et j'estimais à peu près 2 000 euros de cash flow pour réussir à en vivre, parce que personnellement j'ai pas beaucoup de charges, pas d'enfants pour l'instant, donc en étant seul c'est plus restreint. Effectivement. Mais plus ça va, plus je me dis que finalement c'est l'entrepreneuriat qui permettra de vivre et d'aller un peu plus loin sur les revenus, parce que l'IMO seul, ça nécessite quand même pas mal de gestion si on veut en tirer un cash flow, donc c'est-à-dire passer beaucoup de biens en courte durée ou en meublé étudiant, donc renouveler souvent. Et là, le but, c'est de basculer plutôt sur des stratégies passives comme du nu ou alors du meublé long terme un peu haut de gamme et compter sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai réalisé que finalement, c'est ce qui me plaisait et qu'il y avait beaucoup de sources de revenus autres que l'immobilier, notamment par Instagram, notamment aussi par de l'achat-revente en marchand de biens. Ça, tu prévois aussi de te lancer en tant que marchand de biens? Oui, oui, tout à fait. Une fois que j'aurai fini mon sprint locatif, en 2025, je m'orienterai vers ça, parce que c'est vrai que le côté rénovation, apporter de la valeur à des biens, ça m'intéresse beaucoup. Alors après, j'ai appris, je le savais, mais ça me fait toujours halluciner de voir que en marchand de biens, tu peux aussi faire du marchand sans faire de travaux. Oui, complètement. Et ça, moi, c'est un truc que j'hallucine. Je me dis, mais comment c'est possible que tu puisses faire une plus-value sans et immédiate, hein, je parle. Donc c'est forcément qu'il y en a un il y en a un qui se fait avoir, tu vois. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible, en fait. Je pense que ceux qui font ça, c'est des marchands de biens qui s'occupent de problèmes dont les propriétaires ne veulent pas entendre parler. Donc ça peut être des problèmes d'urbanisme, des mauvais payeurs, des squatteurs. Après, le cas de figure le plus fréquent, c'est de la division. Soit de la division parcellaire, soit prendre une maison et la diviser en plusieurs lots. Donc là, c'est quoi? Juste mettre les compteurs, des choses comme ça? Voilà, c'est ajouter des compteurs, donc gérer toutes les procédures. Donc la partie administrative à gérer. Voilà, et que peut-être que les propriétaires s'en font une montagne et ça nécessite... donc il faut quand même des connaissances, bien sûr, hein, mais une fois que tu maîtrises ça, ça peut être aussi... C'est sûr. Mais c'est vrai que éthiquement, je trouve que c'est quand même mieux de faire de la rénovation parce qu'on remet en état un logement et là vraiment on voit la valeur qu'on apporte. Donc c'est vrai que pour commencer, ça peut être bien de faire de la division pour avoir de la trésorerie facilement.
Mais ensuite, l'objectif pour moi, c'est de faire des belles rénovations sur des bâtiments anciens. Enfin, c'est ça vraiment qui me fait vibrer et que je trouve vertueux, finalement. Et tu contribues finalement au réhabilitement du parc immobilier français. C'est quand même... Exactement. Pour moi, c'est ça le rôle premier de l'investisseur. Et c'est comme ça aussi qu'il se récompense, en fiscalité. Mais bien sûr. C'est là où il y a les meilleurs atouts. C'est finalement logique aussi, quoi, qu'on attire avec ça, quoi, parce que sinon, du coup, le parc immobilier, il serait totalement désuétude, quoi. Donc. J'aime bien aussi me poser la question de quand on tire un bénéfice personnel d'une situation, quel est l'impact aussi sur la société qu'on apporte? Est-ce qu'il est positif ou non? Et c'est le top d'avoir les deux finalement. Bien sûr. Un impact positif sur ses finances, mais aussi sur la société et ce qu'on apporte comme valeur en plus. Complètement. Ouais, parce que du coup, toi, ton nom Instagram, c'est Pauline Immo Durable. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même une fibre écologique, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En fait, il y a deux sens à ce Immo Durable. Il y a le côté développement durable, donc rénovation énergétique, des bâtiments performants, mais aussi le côté long terme, donc c'est-à-dire des vieux bâtiments qui ont été produits avec des matériaux de qualité. Donc, je pense notamment aux bâtiments d'avant les années 50, qui tiennent depuis des décennies, voire des siècles pour certains d'entre eux. Et pour moi, c'est vers ce type de logement qu'on doit se diriger pour les entretenir, parce qu'on sait que c'est de la bonne qualité, c'est des bâtiments qui ont du charme, qui ont une âme. Et voilà, c'est ce type de bâtiment que j'ai envie de faire perdurer dans le temps. Ok, c'est tout à ton honneur. Du coup, vu qu'on parle un peu de rénovation, il y a une question que je voulais te poser, parce que c'est des contenus que tu publies souvent sur Insta et que je trouve d'ailleurs génial. Tu parles souvent de comment rénover une pièce à un coût réduit. Oui. Et je trouve que c'est super. Donc, je vous invite à aller sur son compte Instagram et regarder ses posts, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as un peu des hacks, tu vois, à partager sur comment faire des travaux, comment gérer ou faire des travaux, l'un ou l'autre, à coût maîtrisé? Est-ce que tu as des hacks là-dessus, tu vois, à partager? Complètement, on pourrait en faire un épisode entier. Putain, on aurait dû faire l'épisode sur ça. Mais après, on peut aller sur chaque pièce rapidement, donner 2-3 astuces. On peut commencer par la cuisine, tout simplement faire des cuisines linéaires, les plus simples possibles. Quand tu dis linéaire, c'est-à-dire c'est pas en U ou pas en L? Pas en angle. Et alors ça, pour le coup, ça dépend aussi de la configuration. Ça dépend de la configuration. Et l'avantage quand on rénove des plateaux, c'est qu'on peut définir les espaces en amont, et donc définir un espace qui serait un multiple de 60 cm, parce que les caissons standards font 60 cm et c'est les moins chers. Donc voilà, par exemple 240 cm pour mettre 4 meubles de 60 cm. Prendre les caissons plutôt chez Ikea. Moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. On m'a parlé de Brico Dépôt également, qui a des très bons retours. J'étais plutôt team Ikea aussi, mais je connaissais pas Brico Dépôt. Et prendre du blanc simple, après mettre un peu plus de caractère sur le plan de travail et la crédence, que je prends personnellement chez Leroy Merlin, avec un aspect bois stratifié qui est sympa. Essayer de limiter les tiroirs, parce que ce qui coûte cher finalement, c'est tout ce qui est tiroirs, et plutôt privilégier des portes pivotantes. Ensuite, on peut prendre des électroménagers à coût réduit, peut-être en seconde main aussi, ça peut être un hack. Au niveau des salles de bain, ce que je recommande, c'est de pas carreler trop de surface, parce que forcément, plus on carrele, plus on a du coup de main d'œuvre et de matériaux. Bien sûr. Parce que finalement, il y a que l'endroit où il y a la douche. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que les murs de douche, éventuellement au-dessus de la vasque, et peut-être derrière les toilettes. Mais voilà, je vois plein de logements avec du carrelage partout sur toute la salle de bain, et ça, c'est des coûts qui auraient pu être économisés. Après, essayer d'aller voir dans les magasins de salles de bain ce qui est en exposition, et du coup, ce qui peut être revendu moins cher, notamment des meubles vasques. Ou parce que ça coûte une blinde, les meubles vasques. Très cher. Moi, quand j'ai refait la salle de bain, j'ai halluciné. C'est vrai que ça, c'est un meuble. Je m'attendais pas à ça, quoi, en termes de prix. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'astuces pour éviter de la gestion locative et des pannes par la suite. Donc notamment en salle de bain, je considère que les mitigeurs doivent être d'une certaine qualité pour éviter que ça tombe en panne un an après. Alors certes, c'est un petit peu plus cher sur le moment, mais l'économie à long terme, elle y est. Elle est importante. Et notamment des mitigeurs mécaniques. Donc en fait, on peut avoir du mécanique, du thermostatique, et le mécanique tombe beaucoup moins en panne que le thermostatique. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience d'un thermostatique qui est tombé en panne au bout d'1 an et demi. Et donc, j'ai dû aller le changer en urgence parce que j'avais des locataires en courte durée. Tout ça, c'est en fait de la charge mentale qui se rajoute. Et si on fait les bons choix dès la phase travaux,
Ouais, tu t'économises de la charge mentale après. Exactement. Après, rapidement, sur le poste fenêtre, bien sûr, le PVC, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Plus que l'aluminium, j'imagine. Plus que l'aluminium. C'est moins joli, mais c'est forcément beaucoup moins cher. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de coloris en PVC sympa. Même de l'imitation bois. Ok. Alors, il y en a certains qui essayent de mettre imitation bois pour des zones historiques, pour des exigences, en fait, bois. Et je sais que parfois, ça passe. Alors, c'est pas du tout un conseil, mais c'est ce que j'ai entendu. Un PVC imitation bois. Et ne pas mettre forcément des volets roulants électriques, parce que ça, pareil, ça peut tomber en panne. J'ai eu aussi l'expérience. Et du mécanique, c'est très bien pour du locatif. Essayez de vraiment aller au minimum, enfin, que ce soit propre, joli et pratique, mais ne pas chercher à se compliquer trop la vie pour du locatif. Puis avec tout ce que tu dis, enfin moi j'ai vu les photos de tes apparts, ils sont nickel quoi. T'as pas et enfin moi j'hallucine quand tu donnes les coûts globaux, tu vois, des salles que tu refais, et avec les hacks que tu as dit, ça peut très bien le faire, quoi. Et peut-être un dernier hack, c'est essayer de se fournir soi-même en matériaux et d'aller dans les comptes pro de vos artisans, par exemple, qui bénéficient de réductions dans les magasins, et choisir vos matériaux vous-même. Alors, c'est sûr que ça demande plus de temps à les acheminer aussi jusqu'au chantier, mais ce sera toujours ça d'économiser. Il y aura plus que la main d'œuvre après à payer. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon dernier appart aussi. Je l'avais négocié avec l'artisan, alors comme tu dis, ça m'a demandé un peu plus de temps, quelques allers-retours à Leroy Merlin. Bon, alors, du coup, j'étais pas avec son compte pro, mais effectivement, ça m'a fait économiser. Et puis surtout, il m'a dit, lui, au moins, il marge pas sur les matériaux, en fait. Et donc, du coup, c'est une très très grosse économie, quoi. En plus du fait que bien sûr, tu choisis tout avec la quantité, machin. Donc, effectivement, c'est un bon choix. Et dans les chambres, est-ce qu'il y a des trucs parce qu'on a fait toutes les pièces à part les chambres. Dans les chambres, t'as des idées, ce qui peut être sympa, c'est du papier peint pour habiller un peu la pièce. Et notamment, c'était la mode des tasseaux de bois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Et ça coûtait très cher chez Leroy Merlin. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est un papier peint qui imite finalement les tasseaux. Et au final, le rendu est sympa, c'est assez réaliste. Et là, ça permet d'économiser plusieurs centaines d'euros et d'avoir un résultat quand même sympa. Ok. Et tu fais par exemple ce qui marche bien, moi ce que j'ai fait aussi, mais tu vois sur les murs, faire un seul pan de couleur sur un mur. Oui, ça aussi, ça je le fais. Par exemple, juste pour la tête de lit, avoir une couleur différente. Ou alors sur un salon là que j'ai, il y a que le bas du mur qui est d'une certaine couleur, parce que j'ai une hauteur sous plafond assez importante, et ça permet de délimiter un peu l'espace canapé, et d'ajouter une touche un peu plus sympa. Ok. Bon, tu nous as donné tellement de valeur en moins de 5 minutes que là, il va falloir que mettre replay et tout. Après, bon, t'as tout ton compte Insta qui réexplique tout bien aussi. Ok, alors je sais pas si on a fait le tour. Je vais regarder mes petites notes que je m'étais mis, parce que je voulais te questionner sur ton patrimoine après. Je vais te demander un petit peu sur, vu que tu es vraiment dans l'IMO et que moi c'est pas ma spécialité, j'ai envie d'avoir un peu ton avis. Alors on enregistre ça, donc on est fin septembre, donc l'épisode devrait sortir en octobre. Quel est ton ressenti aujourd'hui, toi, sur le marché actuel? Bonne question. Les baisses des taux qui arrivent, voilà. Bon, je te demande pas de jouer à Madame Irma, tu vois, mais grosso modo, comment tu le ressens, tu vois, en tant qu'investisseuse qui le vit au quotidien? Comment tu le vois? Est-ce que toi tu dis plutôt il faut attendre, il faut passer à l'action, enfin, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens là sur le marché actuellement? J'ai l'impression qu'on est dans un marché où il y a peu d'acquéreurs, parce que les gens peut-être attendent justement que les taux baissent, et c'est le moment d'aller négocier. Je vois beaucoup d'amis qui font des négociations énormes, et les vendeurs ont mis du temps à accepter qu'il fallait baisser les prix, mais là je crois que ça commence à rentrer dans les têtes, donc c'est le moment d'aller négocier. Et je pense qu'effectivement, il y aura une baisse des taux, mais qui sera pas non plus conséquente. Brutale, on retombera pas à 1, quoi. Je pense pas. Moi, j'estime que, d'après ce qu'on m'a dit, on sera peut-être à 3% d'ici un an. Mais dans tous les cas, ce que je recommande, on a la chance d'avoir un taux fixe en France, mais renégociable. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous empruntez à 4%, si dans un an on est redescendu à 3, on pourra renégocier. Donc dans tous les cas, il faut emprunter dès qu'on peut, et ensuite voir si on peut renégocier. Ouais, c'est les taux variables, mais que dans le bon sens. Voilà, c'est magique, énorme, parce qu'il y a certains pays où c'est variable, et là, ça peut complètement plomber un projet, et on se retrouve à plus pouvoir payer la mensualité. Quand t'as la Fed ou la BCE qui parle, tu trembles, quoi. Mais oui. Alors qu'en France, t'es protégé, quoi. Si ça monte, t'as verrouillé ton taux, et si ça baisse, tu peux le renégocier. Alors oui, t'as les frais, machin et tout, mais
Mais quand ça descend de 0,5 ou d'1 point, généralement, tu t'es ultra gagnant, quoi. Donc. Complètement. Mon avis aussi, c'est que la courte durée va s'essouffler parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et en plus la réglementation vient plomber de plus en plus la courte durée. Et ce qui est sous-coté en ce moment, c'est ce qui est longue durée et nu, et notamment les logements conventionnés. Ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est quoi que t'appelles les logements conventionnés? Alors, c'est-à-dire qu'on signe une convention avec l'ANA, par exemple, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ou aussi avec Action Logement, qui a lancé un programme Action Cœur de Ville. Et là, le deal, c'est qu'on a des aides aux travaux et également des réductions fiscales. Et en échange de ça, on s'engage à louer à des conditions avec des loyers plafonnés, à des foyers modestes, et pendant un certain nombre d'années. On est engagé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut récupérer beaucoup d'aides à la rénovation. Parfois, la majorité de son budget rénovation peut être financé. Et on a des réductions fiscales. Alors bien sûr, on va pas faire le cash flow de la courte durée. Ça a forcément un impact sur le cash flow, ça c'est clair. Mais par contre, sur une stratégie long terme, ça peut être très intéressant. Et t'es pas bloqué sur la revente? T'as pas un minimum d'exploitation? Au bout de 6 ou 9 ans, on peut revendre. Et par contre, je pense que ça vaut vraiment le coup au niveau ça me fait penser un peu au Pinel, mais en mieux, quoi. Exactement. C'est un Pinel de l'ancien. C'est ça, c'est un Pinel dans le sens où t'as le côté des 6-9 ans, où t'as le loyer plafonné, et par contre, avec toutes les aides que t'as, et c'est con, mais le fait que qu'il n'y a pas tout le monde qui le met en avant et que ce soit plutôt une petite niche, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, quoi. Ah oui. Mais c'est super intéressant parce que moi j'en avais entendu parler sur un épisode de podcast, mais j'ai jamais creusé le sujet. Et donc c'est la stratégie que j'aimerais tester une fois que j'aurai emmagasiné suffisamment de locatifs, ce serait de prendre un immeuble. Alors pourquoi un immeuble? Parce que Action Cœur de Ville ne finance que des biens en monopropriété. Et donc un immeuble délabré, DPEG, vraiment horrible, dont personne ne veut. Ce serait aussi un challenge perso de réussir à remettre en état un immeuble comme ça. Et du coup, de cet immeuble, en faire plusieurs logements qui seraient conventionnés, ANA et Action Cœur de Ville, faire toute la rénovation énergétique, donc là, gros chantier pendant de nombreux mois, récupérer le maximum d'aides et subventions possibles, et ensuite louer en longue durée nu, parce que c'est aussi une des conditions, à des foyers modestes, mais avoir du coup très peu de charge mentale sur l'exploitation. Par contre, ce qui est bien, c'est que ces subventions-là peuvent se récupérer en cash. En fait, une fois qu'on a fait financer le projet, ça vient après. Et là, ces subventions et aides, on peut en faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de rembourser le prêt du projet. Toi, tu peux refaire du levier avec, ou tu peux réinvestir ou diversifier. Quasiment à un achat-revente. Parce qu'on récupère en cash les aides, mais on garde le logement. Et voilà, et au bout de 9 ans, on peut le revendre avec toute la capitalisation qui s'est faite pendant 9 ans. Et là, je pense que la plus-value peut-être eu un petit cash flow négatif, mais ou à l'équilibre au mieux, mais voilà, c'est pas, tu fais pas ça pour le rendement pur, non, pas du tout pour mais tu fais ça pour le cash finalement que tu auras grâce aux aides et la plus-value latente, parce que si on part d'un logement délabré et qu'on l'a bien rénové, je pense qu'au bout de 6 ou 9 ans, on peut le revendre beaucoup plus cher. Donc ça, si on va aller plus loin, c'est quoi? Il faut regarder les conventions ANA et Cœur de Ville, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle Loc Avantage pour ANA, et ensuite Action Logement, c'est l'opération Action Cœur de Ville, qui prend en compte certaines villes en France. C'est 200 villes à peu près, mais Avignon en fait partie. Et c'est hyper intéressant, il faut s'y pencher. Et il y a un site aussi que je recommande souvent sur mon compte qui s'appelle Aide aux travaux. Et là, ça permet en fait de simuler toutes les aides auxquelles on a droit. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a que MaPrimeRénov' ou qu'il y a que des aides pour les résidences principales. Mais en fait, pour les investisseurs, il y a de plus en plus de choses possibles. Il faut vraiment s'y pencher. Et même au niveau des régions, par exemple PACA, même le département Vaucluse, il y a des aides sur certains postes de travaux qui peuvent être très intéressantes et dont personne n'a connaissance. Donc allez sur le site et faites la simulation. Aide aux travaux. Ça me fait beaucoup de sites à mettre en description. J'espère que je vais retenir. Je dois réécouter l'épisode. Non, super intéressant. Merci pour tous ces tips. Donc du coup là, alors, je reviens un peu sur la question je trouve que tu as bien répondu dans le sens où tu m'as tourné la question autrement et qui est finalement le plus intéressante, c'est quelles stratégies selon toi sont les plus intéressantes aujourd'hui. Donc tu parles de ces solutions de logement conventionné. Et est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Par exemple, je sais pas moi, quand tu as dit la LCD bof, est-ce que donc toi la location longue durée plutôt, tu dirais aussi le nu ou le meublé? Oui, complètement. Parce qu'il y a un vrai manque sur ce type de logement longue durée. Vu que beaucoup de personnes se sont mises à la courte durée, on a une tension locative qui est quand même énorme.
Pourquoi pas la colocation aussi. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de la colocation, toi? Ça m'intéresse. Ouais. Mais... Tu l'as pas fait à titre perso? Non, j'ai failli en faire une, mais finalement, j'ai pas eu la négociation qui est passée sur la maison. Mais une colocation peut-être haut de gamme, en fait, où il y aurait une salle de bain pour chaque chambre. Ouais. Donc plutôt, je crois qu'on dit co-living. Ouais, c'est du co-living plutôt, ouais, avec des espaces communs, tout ça. Ouais, c'est ça, parce que ça permet en fait aux personnes de bénéficier d'un grand espace, mais sans payer non plus un loyer démesuré, et finalement de pouvoir se partager les dépenses. Ça, je pense que ça a de l'avenir, notamment sur les maisons avec des grands jardins où il peut y avoir des espaces communs et mettre tout ce qui est électroménager lourd en fait en commun, donc machine à laver, bien sûr, des cuisines. Mais je pense que avoir la salle de bain, chacun, c'est quand même un gros luxe. Et là, un public plutôt de jeunes actifs. Ouais, plutôt que d'étudiants. Ouais, tout à fait. Pour avoir quand même un loyer intéressant par chambre. Ça, à mon avis, ça peut aussi être intéressant. Et ça permet d'exploiter des grandes surfaces avec plus de personnes finalement par mètre carré. Parce qu'aujourd'hui, on a cette tension locative. Donc la solution, c'est soit de réhabiliter des logements vacants, soit de partir de grandes surfaces et d'y faire loger plus de personnes. Je pense que c'est intéressant ce côté-là. Ok. Donc retenez, co-living, longue durée, logement conventionné. Ouais, tout à fait. Très intéressant. J'aimerais tellement avoir la capacité d'endettement pour me relancer dans l'IMO. Là, tu m'as réchauffé, mais c'est bien. Si toi, tu t'es motivé pour l'IMO. Ça me motive. Enfin, ça fait longtemps que j'ai envie quand même de refaire un projet. Et ça, bon bref, ça va. Je perds pas espoir. Je pense d'ici un an, on va pouvoir s'y remettre. Je vous le souhaite. J'ai aucun doute là-dessus qu'on va y arriver. Du coup, parlons d'autre chose que de l'IMO. On va terminer parce qu'on est quand même sur le point de terminer l'interview. Je sais que tu adores l'IMO et d'ailleurs dans un apéro IMO je suis un peu frustré parce que je peux pas parler de bourse avec personne parce que tout le monde est à fond dans l'IMO. Mais est-ce que tu fais autre chose que de l'IMO? Est-ce que tu as diversifié un peu ton patrimoine? Est-ce que tu as un peu de bourse, un peu de crypto? Je commence à m'y mettre. Même si j'ai aucune connaissance, du coup j'y vais vraiment. Il faut que tu écoutes le podcast Investir Simple, tu vois tout ça. Mais oui, je vais m'y mettre. J'ai investi en crypto. Pour me dire que je voulais avoir des bitcoins, tout simplement. Moi, j'ai quand même 4000 € dessus. Alors, ça a peut-être un peu baissé parce que j'ai investi sur un moment où c'était assez haut. Mais voilà, pour me dire que j'ai t'as mis une petite bille dedans. Exactement. Récemment, j'ai ouvert un PEA et je me suis intéressée à la stratégie des ETF avec un ETF monde qui m'a été recommandé par un ami parce que c'était une chose simple à mettre en place et qui normalement fait des bonnes performances sur la durée. C'est bon. Donc là, t'es un bon ami. C'est bon. Super. En tout cas, il partage ma philosophie. Ok. Ouais, et plutôt que de passer par des conseillers, en fait, en bourse qui vont prendre une part trop importante sur le gain, j'ai choisi de faire date. J'ai mis 100 € sur un PEA. Et on verra par la suite si je m'y intéresse. Mais au moins, je sais que je commence le compte à rebours là parce qu'il me semble qu'après c'est au bout de 5 ans durée, au bout de 5 ans t'as les avantages fiscaux et puis un ETF monde je pense que ça reste pour commencer c'est pas une valeur sûre évidemment c'est des risques tu sais que le sous-jacent donc ce qu'il y a dessous c'est des actions donc si ça va mal ça va baisser mais par contre t'es ultra diversifié et dans le PEA en plus tu cumules l'avantage de la passivité de l'ETF. T'as pas à choisir tes actions, t'as pas à les suivre. T'as la fonction auto-nettoyante, ce qui fait que quand une entreprise est mauvaise, elle sort de l'indice, elle est remplacée par une meilleure. Donc ça te fait le travail à ta place finalement. Et en plus de ça, t'as des frais réduits parce que c'est un ETF et tu le mets sur le PEA, donc t'as un avantage fiscal. Donc c'est quand même un combo très intéressant que ton collègue t'a recommandé. Donc, je le remercie. Tu le remercieras. Enfin, c'est moi en tant que conseiller financier indépendant, donc il prend pas de rétrocommission, donc en gros je vends pas de produits. C'est quelque chose que je recommande. Alors, je recommande pas un ETF monde à tout le monde. Je mets en place souvent des stratégies, mais c'est de l'ETF. Et généralement je recommande ETF sur PEA sur la poche action. Tu vois, donc c'est pour ça que tu valides du coup. Je valide. Alors bien sûr, il y a tout un truc en prenant un profil de risque et machin pour savoir quelle poche il t'a mis par rapport à ça, mais en tout cas la stratégie en tout cas me paraît intéressante. C'est vrai qu'après quelques années, j'en aurais certainement marre de devoir gérer des locataires et peut-être que je revendrai certains biens et que je m'intéresserai de plus près à la bourse. Et puis même, moi je pense que c'est intéressant de s'intéresser à la bourse pour 2 raisons en fait. La première, c'est pour diversifier, parce que tu vois, tu fais partie, comme la plupart des investisseurs IMO et comme même 90% des Français, où tu as la majorité de ton patrimoine en IMO, et avoir 90% de patrimoine IMO, ça me paraît quand même risqué, parce que même si, en tant qu'investisseur, c'est quand même différent, parce que tu as les revenus, et puis tu as diversifié aussi tes invests et tout, mais on oublie aussi que l'immobilier, ça peut baisser, quoi. Tu vois, la bourse, c'est beaucoup plus volatile, mais l'immobilier peut baisser aussi, et
voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je trouve rassurant d'avoir au moins 2 classes d'actifs qui sont les 2 plus anciennes et plus solides, que sont la bourse et l'IMO. Et le deuxième argument pour la bourse, j'essaie de te convaincre, hein, que tu es en train de voir, c'est que c'est quand même l'actif le plus performant de tous les temps, quoi. Et ça a été prouvé à maintes reprises. Malgré la volatilité, ça reste quand même l'actif le plus performant. Donc, plus que l'immobilier. Oui. Okay. Tu peux vérifier, j'en suis sûr. Alors, c'est dans la théorie, parce que attention, c'est souvent quand les comparatifs de performance sont faits sur, par exemple, uniquement la plus-value de l'immobilier. On prend pas en compte le rendement que tu peux avoir en fonction de ce que tu fais dans le bien immo. Par exemple, si tu fais de l'immeuble de rapport avec de la division et de la courte durée, oui, évidemment, ton immo sera plus rentable. Non, par rapport à la valeur je te parle par rapport à la globale du marché immo, que la bourse est plus intéressante. D'accord. Ou si tu compares par rapport au SCPI, par exemple, qui suit aussi le marché immo. Okay. Donc, c'est plus dans ces cas-là. Et du coup, les SCPI, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou sur lequel t'as regardé ou Non, pas du tout. Là, je me suis pas du tout intéressée. Pourquoi pas plus tard, effectivement. Bon, pour l'instant, t'as aucun intérêt. Vu tous les mots que t'as, j'ai envie de dire, voilà, aucun intérêt. Je préfère m'occuper moi-même pour c'est clair. Pour l'instant, t'as aucun intérêt. Par contre, assurance vie aussi, j'ai versé un petit peu dessus pour diversifier et puis faire date aussi. Prendre date aussi. Ok. Et voilà. Après, il y a le crowdfunding qui peut être intéressant sur l'immobilier. Ok. T'as essayé ça aussi? Non, je l'ai pas essayé, mais pourquoi pas aussi par la suite. Non, mais toi, tu vas faire du crowdfunding, mais c'est toi qui es le porteur de projet bientôt. Eh ben, je pense que ça va plutôt être dans ce sens. Mais c'est ça, et c'est trop bien. Une fois que j'aurai plus mon CDI, ce sera peut-être une solution, notamment pour du marchand de biens. Et notamment pour profiter aussi de l'audience sur Instagram. Bien sûr. Les personnes qui peuvent avoir confiance en mes projets, si je leur montre des projets qui ont abouti, peut-être qu'il peut y avoir un capital confiance et important. Et lever des fonds grâce à ça, ce serait top. Ok, trop bien, Pauline. Je vais vérifier où on en est. Ouais, on arrive à la fin de notre échange. Super, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'était super intéressant. T'as apporté mon max de valeur. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas eu quelqu'un en IMO qui m'a donné autant de valeur. Ouais. Ah bah ça fait plaisir. Alors, la plupart de mes invités sont quand même géniaux et m'apportent énormément de valeur, mais j'aime bien parce que c'est très concret et tout, donc c'est super cool. Est-ce que il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire ou quelque chose, je sais pas moi, une astuce, quelque chose dans l'IMO ou autre que t'aimerais partager? Ouais, tout à fait. Qu'on n'a pas dit ou que moi j'aimerais revenir sur le fait d'avoir un réseau humain qui pour moi est super important. Là, je reviens d'une semaine avec des investisseurs et ça m'a fait tellement progresser. J'ai l'impression d'avoir gagné plusieurs mois en seulement une semaine et je recommande vraiment à ceux qui nous écoutent d'aller se faire des amis qui partagent les mêmes passions, que ce soit l'IMO, la bourse. Bien sûr. Ça permet de se tirer vers le haut et d'avoir des perspectives qu'on n'aurait jamais imaginées seul. Pour moi, c'est ultra important. Moi, je peux que te rejoindre parce que je pense que c'est la chose la plus sous-cotée par les auditeurs et les investisseurs. Et moi, j'ai moi-même mis du temps à rencontrer des autres investisseurs. Et je me rappelle mon premier apéro investisseur, c'était avec les Fire, je me rappelle. J'ai dit, ouais, putain, il y a des gens qui sont comme moi, en fait. Des gens qui pensent comme moi. Et comme tu dis, ça te tire vers le haut, en fait. On se rend pas compte à quel point t'apprends des autres. Et on imagine, enfin, on peut se faire plein d'idées et tout, mais en fait, les gens sont cool en plus généralement. Et tu peux même te faire des amis. Et donc moi j'invite vraiment les gens à s'intéresser, à aller faire des séminaires, des rencontres, des apéros, ça peut être gratuit, payant, peu importe, mais aller voir du monde, c'est une valeur inestimable de complètement le réseau, quoi. Complètement, même juste un apéro IMO, ceux qui sont peut-être dans le sud pour venir une fois par mois, il y a souvent un événement. Mais je vais finir par faire ça, moi. Tu vois, moi, j'arrête pas de me dire, ouais, non, mais à Avignon, il y a personne, donc j'ai la flemme de m'occuper. Mais en fait, un jour, je vais tenter. Je vais dire, bon, ceux qui même me suivent, venez, on va aller. Ah, mais complètement. Et même si on n'est que 5, et même si on est que 5-6, bah, c'est cool. Moi, je rencontre les gens de la communauté. Et je pense que je ferai ça à l'occasion. Ah ouais, je t'y encourage. J'ai toujours procrastiné là-dessus, mais il faut que je m'y mette. Bon, merci, Pauline. Alors, avant, quand même, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut venir voir tes contenus? Sur Instagram, essentiellement. Pauline-IMO durable. Okay. Et j'ai une newsletter aussi où j'envoie un mail chaque semaine. Ça peut être sur les travaux, sur mes expériences. Je vais essayer de le faire un peu plus personnel. Je vais partager les coulisses finalement de mon parcours. Peut-être des difficultés un peu plus personnelles en lien avec l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc voilà, Instagram, newsletter et bientôt YouTube. Allez. Bon, j'ai une seule vidéo sur YouTube, mais je vais m'y pencher parce que ça permet de faire des contenus plus longs et avec plus de valeur. Et notamment aller emmener les gens vers les chantiers, des visites, voilà. Je te le recommande. Le contenu long, c'est, enfin,
Après bon, ça c'est un autre sujet, ouais. Je pense qu'on en parlera plus en off des stratégies, mais effectivement moi je trouve que c'est le contenu long, t'as vraiment le temps d'apporter de la valeur, t'as le temps d'expliquer les choses, alors que sur Insta, ben en 1 minute c'est chaud quoi. Sur un short, c'est donc bon, je t'y encourage. Bon. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Retrouvez Pauline sur Pauline Immo Durable, du contenu de très haute valeur ajoutée sur Instagram. et puis voilà, à très bientôt Pauline. Merci Thomas.